c'est la rentrée avec toute l'équipe du Journal de la Méditerranée. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce magazine consacré, comme vous le savez, à l'actualité du bassin méditerranéen. Alors cette année encore, nous vous emmènerons chaque semaine faire le tour du bassin pour vivre ou revivre les temps forts de l'actualité. Au sommaire cette semaine, nous vous proposons un témoignage poignant, celui d'une mère qui n'a écouté que son courage pour sauver sa fille. Elle a fait le voyage jusqu'à la frontière turco-syrienne pour récupérer son enfant. Son père l'avait emmené pour rejoindre les djihadistes. Puis nous irons en Grèce où, après des années de crise économique, le pays a retrouvé ses touristes. Les Français étaient nombreux cet été à avoir choisi cette destination pour le soleil bien sûr, mais également surtout pour les prix. Enfin, un joyeux anniversaire à Plus belle la vie. Le feuilleton de France 3, tourné à Marseille, réunit chaque soir 6 millions de téléspectateurs. Et cela fait 10 ans que ça dure. Alors quel est le secret de cette réussite? Nous allons vous faire découvrir les coulisses de la série. Mais pour commencer, je vous propose de revenir sur les révélations de Nicolas Hénin à propos de Mehdi Nemmouche. Le journaliste et ex-otage en Syrie l'a formellement reconnu comme étant l'un de ses gardiens. L'auteur présumé du quadruple assassinat au musée juif de Bruxelles aurait donc commencé son parcours en Syrie avec les djihadistes les plus radicaux. Le récit de Stéphanie Larion. De lui, on ne connaît que ce portrait et ces images où on le voit abattre de sang-froid 4 personnes le 24 mai au musée juif de Bruxelles. Mais le week-end dernier, Le Monde révélait que Mehdi Nemmouche, 29 ans, avait été le geôlier d'otages occidentaux en Syrie. Une information confirmée par le journaliste du Point Nicolas Hénin, détenu à Alep pendant près d'1 an et libéré en décembre dernier. Il a décidé de sortir du silence. Il décrit Nemmouche, alias Abou Omar, comme un exécutant de base particulièrement violent. Mehdi Nemmouche m'a maltraité, moi-même. Après m'avoir cassé la figure, il est venu me montrer ses gants et il était très fier en me disant t'as vu ces gants de moto, je les ai achetés rien que pour toi, rien que pour te casser la figure, est-ce qu'ils t'ont plu? Comme je suis pas seulement victime mais également journaliste, il m'a semblé nécessaire de sortir de cette réserve et de porter un certain nombre d'éléments à la connaissance du public. Une intervention critiquée par Didier François, l'un des 3 autres journalistes français retenus en Syrie avec Nicolas Hénin, qui s'inquiète des conséquences de cette soudaine médiatisation, notamment pour les otages encore détenus par les membres de l'État islamique. Cette révélation est irresponsable. Cela pose un véritable problème pour l'enquête en cours, pour les témoins et pour les otages restés là-bas. Mehdi Nemmouche, incarcéré en Belgique, a lui choisi de se murer dans le silence depuis son arrestation. Selon les services de renseignement, il y aurait actuellement plus de 500 combattants français en Syrie et en Irak et une vingtaine d'otages occidentaux entre les mains des djihadistes. Alors ces Français qui deviennent combattants en Syrie, c'est l'un des sujets d'inquiétude des services de renseignement du pays. Qui sont-ils? Combien sont-ils à s'engager ainsi? Et surtout, ont-ils réellement conscience de ce que cela signifie? Car parfois on réussit à intercepter de très jeunes mineurs. Il faut dire que la propagande sur Internet est bien rodée et le champ de bataille s'est étendu à l'Irak. C'est là que ceux qui se font appeler l'État islamique recrutent. Ultra-violents, déterminés et embrigadés. Les hommes et les femmes prêts à suivre le parcours d'un Mehdi Nemmouche seraient plusieurs centaines en France. Selon les services de renseignement, ils sont 900 à s'être déjà rendus en Irak et en Syrie. Alors ces combattants de l'ombre, qui sont-ils? Ces djihadistes rejoignent l'État islamique le plus souvent depuis la Turquie. En ce moment, ils seraient 500 d'origine française à combattre sur place. Parmi eux, des profils comme Mohamed Merah ou Mehdi Nemmouche, mais aussi beaucoup de jeunes mineurs, comme ces 2 lycéens toulousains de 15 et 16 ans arrêtés en Turquie, ou encore cette lycéenne d'Avignon partie faire le djihad et dont la famille est toujours sans nouvelles. Pour en arriver là, quel est leur parcours? Le plus souvent recrutés par Internet ou en prison, ces futurs combattants sont évalués dès leur arrivée par les chefs de l'État islamique. En fonction de leur capacité, à la fois de leur background, de leur arrière-plan professionnel, de leur capacité physique et militaire, on les affecte dans des missions de différentes natures. Rien ne semble laissé au hasard. L'État islamique est en plein développement. Alors comment sont-ils organisés? La capture des otages apparaît aujourd'hui comme très structurée. La tâche de geôlier serait réservée à une élite et ses gardiens parlent la même langue que leurs otages.
L'État islamique a fait le choix, dans une procédure de torture psychologique en quelque sorte, et pour affecter encore plus les otages, de mettre des tortionnaires qui sont issus de leur propre pays. Selon les spécialistes, le tortionnaire des 2 journalistes américains serait un Britannique, ou tout du moins un djihadiste anglophone. Et sachez qu'un homme présenté comme un recruteur de combattants a été remis aux autorités françaises par la Turquie. Il est soupçonné d'avoir facilité le transit de candidats au djihad. Il a été mis en examen jeudi soir. Et concernant le djihad, justement, plusieurs hauts responsables musulmans se sont rassemblés cette semaine pour lancer l'appel de Paris. Ils mettent en garde les jeunes contre l'endoctrinement et soulignent que ces actes de barbarie sont contraires aux valeurs de l'islam. Un appel pour dire également leur solidarité avec les chrétiens persécutés par les terroristes en Irak et en Syrie. Un témoignage poignant à présent, celui d'une mère. Son ex-compagnon, lui aussi soupçonné d'être parti se battre aux côtés des djihadistes en emmenant leur enfant. Cette mère n'a écouté que son cœur et son courage. Elle est allée elle-même chercher sa fille de 2 ans à la frontière turco-syrienne. Un dangereux périple et des mois d'angoisse qu'elle a bien voulu nous raconter. Depuis son retour en France, Myriam Rayem vit sous protection. 2 policiers l'accompagnent en permanence. Pendant 11 mois, son mari qui avait enlevé sa fille lui a donné très peu de nouvelles. J'ai eu des contacts avec lui quand il était en Syrie au tout début, aussi avec son groupe qui m'ont désisté de mon rôle de mère, que je ne méritais plus selon eux. Donc c'était très très compliqué. Un jour Asia était morte, un jour Asia a été brièvement brûlée, un jour elle est victime d'un attentat. Enfin on m'a fait croire toutes les horreurs du monde. En France, Myriam Rayem tente de garder le contact avec son ex-mari. Il accepte finalement de se rendre à la frontière turco-syrienne avec Asia. La frontière turco-syrienne, c'est un peu le fief des djihadistes. C'est un réel danger, on peut être victime d'enlèvement, de tuerie, Enfin voilà, c'est vraiment très dangereux. On vous a prévenu qu'il y avait d'énormes risques ? Oui, on m'a prévenu qu'il y avait d'énormes risques. Mais pour vous, il fallait y aller ? Et pour moi, c'était le moment ou jamais. Le contact se fait dans une chambre d'hôtel. L'ex-mari est interpellé par les policiers turcs et placé en rétention, mais avec sa fille. On m'annonce que Asia repart avec son père et moi je repars toute seule en France. On ne veut pas vous rendre Asia ? On ne veut pas me rendre Asia. Pour quelle raison ? Aucune idée. Après l'enfer syrien, le petit enfer turc. Parce que pour moi c'était inadmissible qu'une petite fille de 2 ans reste dans un centre de rétention. Je me dis, je suis tout proche et on me laisse pas y aller. Donc je voyais ma fille derrière des barreaux. Je me souviens qu'on voulait pas me la passer, on voulait pas me la donner. J'étais très attristée, très fatiguée, très stressée. Je passais de coup de fil en coup de fil pour qu'on la sorte de là. Elle fait alors appel au gouvernement français qui va faire pression sur la Turquie. 3 jours après, elle retrouve enfin sa fille en bonne santé. Là, je l'ai prise dans mes bras immédiatement. Elle vous a reconnu ? Pas sur le coup, mais en la prenant dans mes bras, en lui répétant que je suis sa maman. Quelques minutes plus tard, voilà, j'étais sa maman. Et progressivement, elle vous a retrouvée ? Ah bah maintenant, je suis sa maman. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez sauvé Asia ? L'amour d'une mère, tout simplement. Je pense que c'est plus fort que tout. Pour moi, c'est pas du jamais sans ma fille, mais du jamais sans Asia. Voilà. Une belle leçon d'amour et de courage. En Espagne, ou plutôt en Catalogne, le 11 septembre se célèbre en rouge et jaune. Cette date qui marque cette année le 300e anniversaire de la prise de Barcelone par le roi d'Espagne a mobilisé les Catalans. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour affirmer leur identité et réclamer leur indépendance, ou du moins un référendum sur la question que Madrid leur refuse. Et pour symboliser leur demande, la foule a formé un gigantesque V comme vote et victoire en arpentant les artères de la ville. Des Catalans galvanisés par le référendum écossais qui espèrent faire céder le gouvernement central. Le 11 septembre 2012 reste le marqueur du combat catalan. Plus d'1 million de personnes dans les rues. Le 11 septembre, date symbole de la nation catalane. Ce jour-là, en 1714, Barcelone, après un siège de 14 mois, tombe entre les mains des Bourbons, de l'Espagne. Un tableau d'Antoni Estruc célèbre la résistance. Une autre liberté guidant le peuple en quelque sorte. Exposé pour la première fois au musée d'histoire, 2000 visiteurs pour sa présentation le week-end dernier.
c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons un revival de l'histoire et surtout de cet épisode dans le moment présent, que c'est aussi un moment de rupture avec l'Espagne. Avec le rejet du statut catalan par le Conseil constitutionnel en 2010, l'attressage Catalogne autonomiste a trouvé des accents indépendantistes. Le sentiment d'appartenance a grandi. Il y a des indicateurs qui parlent. Exemple, cette boutique de Figueras produit et vend des articles consacrés à la fierté catalane. Un design moderne, autre que folklorique, qui fonctionne. Un nouveau marché. En moins de 3 ans, 7 emplois ont été créés. Au-delà de cette boutique de Figueras, nous avons d'autres magasins en Catalogne. Nous distribuons aussi à d'autres lieux de vente. Il y a vraiment un fort sentiment catalan. Oui, oui. Todas las comunidades autónomas, excepto Euskadi y Navarra, pagan sus impuestos a la administración. L'indépendance expliquait basiquement les retraites, les impôts, toute la vie quotidienne. Soumaté, un collectif pro-indépendance qui fait de la pédagogie. Sa particularité, il est animé par des Catalans venus d'autres provinces d'Espagne. Son porte-parole, Eduardo Reyes, un Andalou, entrepreneur à la retraite. De villes en village, il demande la tenue d'un référendum le 9 novembre. Nous voterons avec les urnes ou sans les urnes si cela est nécessaire. Nous voulons faire comprendre à l'Europe et au monde que les Catalans sont ouverts et de philosophie démocratique. Quel que soit le résultat du référendum, nous l'accepterons. Mais nous n'accepterons pas que le gouvernement espagnol nous interdise le vote par la force. 2 autres dates attendent les Catalans. Une extérieure, l'Écosse avec le référendum le 18 septembre pour la séparation éventuelle avec l'Angleterre. Une intérieure, le 19, le lendemain du vote écossais, avec le Parlement catalan qui se réunit pour voter la loi de référendum. Mais il y a un écueil, et cet écueil est de taille. Le gouvernement central de Madrid estime que ce référendum n'est pas conforme à la Constitution et va donc l'interdire. Bref, la lutte pour les souverainetés continue. Elles sont l'un des joyaux de la côte provençale, un véritable décor de carte postale. Les calanques entre Marseille et La Ciotat attirent chaque année de nombreux touristes. La récente création du parc national devait les protéger. Pourtant, il vient de prolonger de 30 ans l'autorisation de rejet en mer de résidus liquides issus de l'usine d'alumine de Gardanne, toute proche. Alors ces produits sont-ils dangereux pour le milieu marin? De nombreux défenseurs du site n'en doutent pas. Comment imaginer qu'à 7 km au large de Cassis, à 320 mètres de profondeur, voilà ce qu'il se passe. Une avalanche de déchets industriels. Titane, chrome, plomb, arsenic. Un mélange que l'on appelle les boues rouges. Plus de 20 millions de tonnes déversées sur les fonds marins depuis 48 ans. La Méditerranée, ça demande mieux que ça. Et un parc national qu'on vient de créer, qui a ça en son plein milieu, c'est un scandale. Par ce conduit, les boues rouges proviennent d'une seule usine. Alteo, à 50 km de Cassis. L'entreprise produit de l'alumine, avec l'autorisation d'évacuer ses résidus en mer. Un permis qui s'achève l'an prochain, mais selon ses dirigeants, impossible d'arrêter les rejets. Eux acceptent seulement d'en changer la forme. Aujourd'hui, voilà, c'est ça que nous rejetons. Et demain, d'ici fin 2015, c'est ça que nous rejetterons. Donc une eau dépourvue de toutes ces particules solides. Ces liquides, en apparence clairs comme de l'eau de roche, seront-ils vraiment sans danger? Alteo le garantit, malgré des taux en aluminium, en fer et en arsenic supérieurs aux seuils autorisés. Les militants écologistes, eux, refusent catégoriquement ces nouveaux rejets. Il y a des insuffisances, disons, dans les mesures et dans les données qui sont fournies par Alteo pour qu'on puisse évaluer les risques. Donc quand on me demande mais quels sont les risques, je n'en sais rien. Il y a des risques là-dedans qui nous sont inconnus. Plusieurs associations de défense de l'environnement mobilisées, mais le parc national des Calanques a tranché. Oui, Alteo peut poursuivre ses rejets pendant 30 années supplémentaires. Pour arrêter ce rejet. C'est un plus pour contrôler. 400 emplois étaient en jeu. Le but, ça n'est pas d'arrêter l'histoire d'une entreprise qui est là depuis longtemps avant le parc national. Nous prenons une histoire. Nous ne sommes pas là pour l'arrêter, nous sommes là pour l'améliorer. Amélioration toujours insuffisante pour les opposants à ces rejets. Ils ont obtenu le soutien de Ségolène Royal. La ministre de l'écologie entend bloquer la décision du parc national des Calanques. La crise en Grèce, un sujet que l'on a largement abordé dans ce magazine.
Tensions, manifestations et économie en chute libre, un tableau sombre qui vient de reprendre des couleurs. Le pays a retrouvé la faveur des touristes et notamment des Français à la recherche de soleil, d'une histoire riche à découvrir et surtout de vacances pas chères. Et vous allez voir que nos compatriotes sont particulièrement dorlotés. Le soleil et le patrimoine. Pour ce groupe d'amis du sud de la France, l'acropole c'était incontournable, avant même la plage. C'est un peu comme dire je suis allé à New York mais j'ai pas vu l'Empire State Building. Une image éternelle qui a failli s'effacer. Il y a 2 ans seulement, la Grèce, c'était encore ça. Un pays en crise, des manifestations violentes contre l'austérité et un tourisme en chute, moins 6%. C'est la 2e source de finances du pays. Alors pour certains touristes français, venir en Grèce cet été, c'était aussi passer des vacances citoyennes en Europe. Plutôt que de partir en effet dans des pays, retourner dans des pays que nous connaissons, pourquoi pas apporter aussi peut-être un petit peu notre aide en étant touriste en Grèce. Les Français, désormais clientèle prisée par les professionnels du tourisme grec. Il serait près d'1,5 million cette année dans le pays, c'est 36% de plus que l'année dernière. Dans cet hôtel de la mer Égée, il représente la moitié des clients. Et le patron sait qu'il faut quelques petites attentions particulières. Pain au chocolat, croissant, fruits frais, qui est mêlé entre ce qu'il a l'habitude de manger et avec la cuisine locale. Ici, les excursions et les activités sportives se font en français. La majorité du personnel est francophone. Ils veulent pas se sentir abandonnés. Il faut qu'ils soient chouchoutés, il faut qu'ils soient compris, quel que soit s'il y a un petit problème. Attention à ne pas écraser les cervicales. Le confort, mais aussi le budget. Un argument qui a beaucoup joué dans le choix de destination de ce couple. C'est la première fois qu'on reste 15 jours. On a un budget de 3 800 € pour 2 personnes, en tout inclus. En France, ça aurait été pareil? Il y a la Côte d'Azur, on y a été, mais plus cher, quoi. En moyenne, il faut compter entre 600 et 1 200 € la semaine en Grèce. Cette année, au total, le pays a attiré plus de 20 millions de touristes, soit une rentrée d'argent de 13 milliards d'euros. Pour tous, elle symbolise le luxe. Et malgré ces temps de crise, la marque Ferrari se porte bien, ce qui n'a pas empêché son patron de se faire débarquer. Luca Di Montezemolo doit quitter ses fonctions en octobre prochain après 23 ans de bons et loyaux services. Alors officiellement, on lui reprocherait les mauvais résultats de la marque au cheval cabré en Formule 1. Officieusement, il aurait été mis à l'écart par le PDG du groupe Fiat Chrysler pour cause de désaccords stratégiques. Force est de constater qu'il laisse derrière lui une entreprise en bonne santé. L'an dernier, Ferrari a même réalisé des bénéfices records. Une manne que le groupe a partagée avec ses 2700 salariés. Dans une industrie en crise partout sur la planète, c'est un îlot de prospérité. Chez Ferrari, tout est rouge, calme, luxe et volupté. Dans l'usine, bruit minimum. Elle a été conçue par un grand architecte, le français Jean Nouvel. Et voici la fortune de la marque, ces modèles prisés par les esthètes et les amateurs de grosses cylindrées. La marque a fait un chiffre d'affaires record en 2013, un rêve de constructeur automobile. On va bien, les voitures sortent bien. Des ventes records qui s'expliquent par l'apparition de nouveaux marchés pour un tiers du chiffre d'affaires. Il y a la Chine, l'Extrême-Orient, la Russie. Et à chaque nouveau marché, cela fait de nouveaux clients, de nouvelles exigences et surtout, toujours plus de détails, plus d'options. Des voitures toujours plus uniques, c'est l'autre secret de Ferrari. Chaque modèle est personnalisé pour son client, vendu 25% plus cher qu'au prix catalogue. Et cette manne, il n'y a pas que les actionnaires de la marque qui en profitent. Si le DRH de Ferrari est bien accueilli dans les ateliers, c'est parce que la direction a décidé de la redistribuer aussi à ses 2700 employés. 4 000 €, une prime record, un bonus pour tout le monde. Ferrari
à contre-courant de toute l'industrie automobile. Explication du directeur de la communication de la marque. On a été élu par la presse financière la marque la plus forte du monde. Et pas seulement en valeur, mais en notoriété, avec des conséquences sur la fidélité des clients. Résultat, quand on est habitant de Modène, où est installée l'usine et où les ouvriers peuvent parler plus librement qu'à l'atelier, on a bien conscience qu'on fait des envieux. Dans un moment de crise comme celui-ci, c'est l'une des rares entreprises qui embauchent. Ils vont encore embaucher. Ils ont même rénové leur usine à Maranello. Ferrari qui semble filer sans cesse sur le chemin de la croissance. Avec des embauches, et là encore c'est inédit dans le secteur, l'an dernier, la marque a augmenté ses effectifs de 10%. Du luxe de Ferrari à celui de l'Eden-Rock sur la Côte d'Azur. Un hôtel mythique qui fête cette année ses 100 ans d'existence. L'établissement a vu défiler reines, rois, artistes de renom ou stars de cinéma. Il faut dire que le site est exceptionnel, la cuisine de haut niveau et le personnel aux petits soins. Bref, un 5 étoiles où rien n'est laissé au hasard. Juché sur le cap d'Antibes, c'est un paradis caché vu sur la Méditerranée. À l'ombre des pins centenaires, le temps semble ici s'être arrêté. Exceptionnellement, nous avons pu y entrer pour vous livrer quelques-uns de ses secrets. Bonjour, bienvenue à l'Eden-Rock. Bienvenue dans la légende de l'hôtel le plus confidentiel de la Côte d'Azur. Au bord de la piscine ce matin, les clients sont encore peu nombreux, mais en coulisses, c'est déjà le coup de feu. Depuis 31 ans, Arnaud Poète enchante les papilles des clients. Ail, oignon, un peu de fenouil. Un festival de couleurs et de saveurs que ce gourmand met un point d'honneur à goûter lui-même. Il faudrait que je m'arrête un petit peu, mais c'est tellement bon, tellement appétissant. Le péché du jour, c'est un petit soufflé aux fruits rouges. Franchement, c'est excellent. Il faut faire vite. Dans quelques minutes, le restaurant sera plein. Donc voilà, le sigle Eden-Rock toujours en haut. Là aussi, chaque détail compte. Et ce sont des couverts en argent. On laisse à peu près 1 cm de chaque côté. L'Eden-Rock, une légende qui fête aujourd'hui ses 100 ans. À l'époque, on vient ici en vacances à l'abri des regards. Charme discret et élégance attire ici grande fortune, homme d'affaires et stars de cinéma. Aux invités de son festival du film, Cannes et la Côte d'Azur réservent d'autres plaisirs. À l'Eden-Rock, les soirées de gala s'enchaînent. Daniel Gélin accompagne Simone Signoret. Ici, l'élite se retrouve comme dans une maison de famille. Aujourd'hui encore, les stars sont nombreuses à fréquenter les lieux et le comble du luxe, c'est d'arriver depuis la mer, par ce ponton privé. Comptez entre 900 et 9000 euros pour une nuit. À ce prix, la gouvernante en chef veille à ce que chaque chambre soit minutieusement préparée. Vous avez fini les placards? Vous avez bien passé l'alcool? Il faut vraiment vous dépêcher parce qu'il y a l'autre client qui va arriver. Dernier coup de pression en coulisses pour que l'Eden-Rock soit toujours à la hauteur du mythe, comme si 100 ans après, rien n'avait changé. D'autres coulisses pour un autre anniversaire, celui de Plus belle la vie. Le feuilleton de France 3 fête cette saison ses 10 ans d'existence. Il continue de réunir chaque soir 6 millions de téléspectateurs. Une réussite exceptionnelle dans l'histoire de la télévision française qui doit son succès à une recette simple, raconter la vie des gens ordinaires. Je vous emmène donc à Marseille pour découvrir l'équipe au travail. La mer, la cité, les personnages hauts en couleur et les ruelles du quartier du Panier. Depuis 10 ans, c'est Marseille qui donne les ingrédients de base au scénario de Plus belle la vie. Le bistrot de la série, le bar du Mistral, est inspiré d'un établissement bien réel. Le voici. C'est pour les fans de Plus belle la vie, un lieu de pèlerinage. C'est celui-là? C'est celui-là? C'est celui-là. Le bar de Roland est lui bien à l'abri dans les studios où l'on retrouve tous les décors de la série. Donc vous voulez une serveuse bien obéissante et puis un patron bien insupportable. À ma place, n'importe quel patron t'aurait déjà licencié. Alors profite de ton aubaine au lieu de respecter. Aujourd'hui, la série rassemble 6 millions de fidèles tous les soirs à 20h10. Un succès et une longévité inimaginable pour ceux qui, comme Laetitia Milo, alias Mélanie la serveuse, sont là depuis le début.
J'étais la petite serveuse au départ de base et voilà, je savais vraiment pas quel avenir j'allais avoir et puis effectivement de passer de 6 mois à 10 ans, il y a quand même une sacrée différence et on se doutait pas du tout qu'on allait aller jusqu'à 10 ans et plus. Un des hommes clés de l'aventure et du succès, c'est le directeur d'acteurs. 1620 personnages façonnés en 10 ans. Je t'aime. Allez, là on coupe. Le premier mot pour moi, ça a été humilité. Humilité, sincérité. Au théâtre, on ne se croit pas plus intelligent que le personnage qu'on va interpréter. Allez, raccord. À Marseille, 400 personnes travaillent désormais sur Plus belle la vie. 20 minutes sont produites chaque jour. Action. Répétition à blanc, puis 3 prises. Et le réalisateur choisit ses images en direct, comme pour une émission de télévision. Scènes de jour et scènes plus intimes s'enchaînent. Les personnages vivent au rythme de notre actualité. Rentrée scolaire, fête de fin d'année, débat de société, mariage gay. Tous les sujets sont traités sans tabou. Notre but, c'est vraiment de raconter la France, de parler du pays, voilà. Donc, à partir de là, il faut savoir parler de tout avec mesure, avec amour, avec sincérité, mais on ne s'interdit rien. La chose sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est comment on peut réinventer à nouveau la fiction pour les 10 ans à venir. À l'heure où les studios s'éteignent, Laetitia Milhaud a encore rendez-vous avec ses fans qui la guettent à la sortie. Mélanie, comme les autres personnages, fait partie de leur vie. J'aimerais vous faire découvrir à présent un ensemble urbain édifié dans les années 50. La cité Climat de France à Alger. Un projet démesuré, devenu un ghetto où 50 000 personnes s'entassent dans des immeubles vétustes. Le photographe Stéphane Couturier, habitué à s'interroger sur l'urbanisme, a voulu rendre compte de cette réalité. Ces clichés sont exposés en ce moment à Toulon. Cette cité, qui s'étend sur 30 hectares, pourra abriter 30 000 habitants. Elle permettra de donner une habitation aux évacués des bidonvilles et de décongestionner la Casbah où vivent plus de 42 000 âmes dans des immeubles souvent vétustes. Un geste qui fixe un point du problème algérien. Sortie de terre en 1957, en pleine guerre d'Algérie, la cité Climat de France était une vision, le rêve d'un architecte, Fernand Pouillon. Entre 2011 et 2013, le photographe Stéphane Couturier a longuement séjourné dans la cité Climat de France. Conçue pour abriter 30 000 personnes, elle en accueille aujourd'hui plus de 50 000. Fief des islamistes dans les années 90, la cité concentre tous les trafics et la police n'y pénètre plus. Pour rendre compte du gigantisme de cet ensemble urbain, Stéphane Couturier a recours à de très grands formats, fabriqués à l'aide de dizaines de clichés, mais également à la vidéo. Ce long travelling sur la place des 200 colonnes donne une faible idée de la démesure urbanistique. Construite en pierre de taille et destinée à offrir un cadre de vie moderne aux Algériens, Climat de France est devenu un ghetto au cœur d'Alger. Une ville dans la ville, une utopie brisée. Ils sont grands, ils sont beaux et surtout ils sont rares. Les nénuphars géants ont besoin d'un climat ensoleillé pour dévoiler leurs fleurs. C'est chose faite en ce moment à Menton, dans les Alpes-Maritimes. On se quitte donc avec ces belles images. Au revoir, à la semaine prochaine.